Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Déclic. Aujourd'hui, on va parler de l'Union Européenne et de Google qui risque d'être démantelé par l'Union Européenne justement. Je vous explique ça juste après l'intro, c'est parti. Alors les amis, on commence aujourd'hui du coup avec un premier article de 01net qui nous partage effectivement cette actualité. Google qui est un petit peu, je dirais même fortement, de plus en plus dans le viseur de l'Union Européenne. C'est pas une première, mais là pour le coup ça devient assez concret et sérieux, c'est-à-dire qu'on parle de potentiellement vendre certaines activités de l'UE. Hello Baron81, merci beaucoup pour le follow, bienvenue à toi. Et donc effectivement on parle de potentiellement vendre certaines activités pour éviter en fait une situation de monopole. Je vous expliquerai ça plus en détail, c'est assez intéressant. On va enchaîner avec aussi un article hyper cool. Excusez-moi. De l'éclaireur Fnac. Alors ça c'est assez rigolo et assez inédit je trouve comme situation. Vous n'êtes pas sans savoir du coup ce que sont je pense les TLD, les top level domaines. Donc ça va être concrètement quand vous avez un site internet, je sais pas moi, dayclick.com, c'est le .com en fait, c'est le top level domaine, c'est la petite partie de fin. Et il s'avère que il y a énormément de TLD différents et certains sont introduits, des nouveaux en fait peuvent être introduits de temps en temps et c'est le cas. En fait, il y en a quelques-uns qui ont été introduits, je sais plus, il y en a une dizaine ou je sais plus exactement, je vous les citerai. Sauf qu'il y en a deux qui font un peu polémique, ça serait le point zip et le point mauve. Donc si vous êtes dans le numérique, je pense que vous voyez vite venir la douille. C'est-à-dire que ça pose des gros soucis au niveau sécurité d'avoir des sites qui terminent par point zip et point mauve qui sont en fait des formats de fichiers. Donc voilà, on reviendra là-dessus, mais c'est un cas hyper intéressant. Ensuite, on parlera de Kik. Donc le Kik, la fameuse plateforme qui fait tant polémique. Alors à titre perso, c'est vrai que j'avais pas spécialement suivi l'affaire. Mais voilà, on en a discuté un petit peu en interne avec certains de chez PicBeam et ça se présente en fait, si vous voulez, comme un concurrent à Twitch avec pas mal de choses quand même différentes, notamment en termes de rémunération, je dirais, des créateurs de contenu. Ça fait beaucoup parler et c'est, on va dire, voilà, une alternative qui viendrait un peu bousculer Twitch, donc à voir. Moi j'avoue que je suis beaucoup plus mesuré par rapport à ça, je vous livrerai mon point de vue et on pourra échanger là-dessus. Mais donc voilà, on va en discuter parce qu'on n'en a pas parlé jusqu'à présent. Ensuite, on va parler d'un article de blognouvellestechnologies.fr et d'une nouveauté Google Meet qui devrait être introduite, qui a été, je dirais, décelée par, alors je sais plus exactement, je crois je sais plus s'il y a le nom de la personne dans l'article. Bref, il y a une personne qui a trouvé un petit peu dans du code caché, etc., une espèce d'annonce d'un mode en déplacement dans Google Meet. Donc ça serait en fait une espèce de mode, de nouveau mode qui serait détecté quasi automatiquement. Je vous expliquerai ça et ça a l'air assez intéressant. Et puis on reviendra du coup sur l'actuel. Alors Kik et cet article de blog du modérateur Adobe Firefly, c'est deux articles que je vais vous présenter mercredi, mais comme on n'a pas eu trop le temps, on va en parler aujourd'hui. Donc Adobe Firefly, la fameuse IA by Adobe qui déjà fonctionne dans certaines de ces outils, type Photoshop, etc. On en avait parlé. Et là, pour le coup, donc c'est vraiment un outil indépendant. Si vous voulez faire de la génération d'images et autres, il vous suffit d'avoir un compte Adobe et vous pouvez le faire. Donc vraiment un concurrent à Midjourney ou autre, et vous pouvez générer des images. On testera ça. Et alors, si on a le temps, on terminera avec un article que j'ai trouvé super intéressant. De toute façon, j'adore tout ce qu'ils créent. Je suis toujours à l'affût de leurs articles. C'est les amis de chez Human. Donc Human qui est une agence spécialisée UI/UX. Ils sont vraiment très très bons sur la partie conception d'interface. Voilà, beaucoup de product design, etc., etc., des univers de marque. Ils sont sur Toulouse et en plus ils sont extrêmement gentils et très très compétents. Et donc là sur leur blog ils ont publié en fait un article, d'ailleurs sauf erreur de ma part, c'est ça, c'est Julien qui l'a publié, Julien qu'on a accueilli d'ailleurs, que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube. Hello Chama, Chama C, je sais pas comment on prononce, je pense que Chama ça doit être ça. Merci beaucoup pour le follow en tout cas. Et donc Julien, on l'a accueilli effectivement sur notre chaîne YouTube. Il est venu nous parler d'illustration système. Attendez, hop, je vous partage ça.
DayClick sur YouTube. Voilà, ben vous l'avez en gros ici. Affiché en gros ici et ici. La vidéo a été coupée en deux parce qu'il y a 2 cas d'études en fait d'illustration de système. Et donc du coup il a rédigé un article sur le mobile first qui est fort intéressant ma foi. Donc si vous ne connaissez pas trop cette notion de mobile first, on y reviendra s'il nous reste assez de temps. Sinon je le programmerai pour une prochaine matinale. Voilà pour le programme les amis. Hello Damarwan, coucou à toi. Salut à Tomisty, bienvenue. Il y a pas mal de monde qui arrive à cette heure-ci, merci. Beaucoup de sommaire. Google versus UE, les TLD et la Sécu, Kit versus Twitch, Google. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Tu sais quoi, je vais épingler ton commentaire. Merci beaucoup pour le. Ah, attends, comment je peux faire? Tac, tac, tac. J'épingle le message. Voilà. On peut faire la période message épinglé retiré manuellement ou à la fin du stream ou alors pendant X. Bah vas-y, je vais faire manuellement. Voilà. Tac. Ouais, ça fait plaisir. Le petit sommaire qui est sponsorisé par Mokuji ce matin. Merci beaucoup. Alors, on va commencer du coup. Je sais pas si est-ce que ça prend trop de place ou si c'est bon. Je pense que ça doit être prévu pour, j'imagine. Mais on va laisser comme ça. Ça fait un truc sympa. Alors, ce matin, du coup, on attaque avec ce premier article. Effectivement, article de 01net. Publicité en ligne de l'Union Européenne envisage de démanteler Google. Ok. Ça prend 10%. Bon, ok. Si jamais c'est chiant, tu me le dis et puis je le retirerai. Hein, mais je trouve que c'est plutôt une bonne initiative de ta part. Donc je commence avec cet article pour vous poser un petit peu le contexte et que vous compreniez de quoi il en retourne. Et puis on en discute, on en débat. Si jamais vous avez déjà des réactions, mettez-les dans le chat et je reviendrai dessus une fois que j'ai terminé de lire l'article. Donc l'article dit « Google pourrait bientôt devoir se séparer d'une partie de son activité ». Le géant du numérique a reçu ce mercredi 14 juin une plainte officielle de l'exécutif européen selon laquelle le groupe pourrait fausser la concurrence dans le secteur des technologies publicitaires, appelé aussi l'AdTech. L'Union européenne reproche à Google de favoriser ses propres services de technologie d'affichage publicitaire en ligne au détriment de ceux de ses concurrents. Donc en fait, c'est ça l'idée, c'est que étant donné que Google a quand même une situation de quasi-monopole sur la partie publicité, enfin surtout sur la partie moteur de recherche, et qu'ils détiennent également la partie placement publicitaire, c'est-à-dire aussi bien tout le côté régie que voilà, c'est ce qu'ils disent, ils sont... Attendez, parce que je m'entends pas penser des fois avec la musique, donc je vais la baisser un peu. Ils sont aussi bien du côté, je dirais, des personnes qui gèrent les espaces publicitaires que voilà, les personnes qui gèrent les campagnes. Ils ont une situation de quasi-monopole et donc potentiellement certaines dérives. Ils peuvent par exemple favoriser et mettre en avant en fait certains de leurs produits plutôt que d'autres produits concurrents. Donc c'est un peu ce qui leur est reproché depuis le début. Donc on a une citation qui dit « Google contrôle les deux côtés du marché de la AdTech, vendre et acheter. Nous craignons qu'il n'ait abusé... attendez, je vais zoomer un peu. Je suis un petit vieux, je n'y vois rien maintenant. Nous craignons qu'il n'ait abusé de sa position dominante pour favoriser sa propre plateforme ADX. Enfin, Ad, je pense. Si cela se confirme, c'est illégal. La Commission européenne pourrait exiger de Google qu'il cède une partie de ses services. Donc voilà, ça devient assez sérieux. Hello, dîner de pion, bienvenue à toi, merci pour le follow. C'est-à-dire qu'on ne parle pas simplement de payer une taxe ou une redevance ou autre. On se dit que du fait de cette situation de monopole, la seule solution, entre guillemets, qui pourrait permettre d'éviter tout ça et que ça continue à l'avenir, c'est carrément de forcer la main à Google et de les forcer à vendre une partie de leurs activités tout simplement pour ne plus être dans cette situation de monopole. C'est un peu ce qui est dit ici. Et donc cette citation, c'est la citation de Margrethe Vestager, je sais pas comment, j'ai toujours peur de mal prononcer, qui est donc vice-présidente de la Commission européenne en charge de la concurrence, et donc elle a publié ça sur son compte Twitter. Donc jusqu'à présent, l'exécutif européen n'avait envisagé que des mesures correctives, comme des modifications des pratiques commerciales de Google à ce stade de la procédure. Or ici, la Commission précise que la seule solution pourrait être de forcer Google à vendre certaines de ses activités, c'est ce que je vous ai expliqué juste avant, si le groupe est bel et bien reconnu coupable d'abus de position dominante.
Cette sanction est très rarement mise sur la table, elle serait d'autant plus salée que l'activité publicitaire de Google est au cœur de son modèle économique, représentant environ 80% de son chiffre d'affaires annuel selon Bloomberg. Donc c'est assez faramineux et c'est là que je me dis, est-ce que c'est vraiment possible d'agir? Parce que en gros, c'est comme si, je sais pas moi, vous disiez à... Enfin, en fait, on leur annonce clairement des coupures budgétaires, quoi, limite, quoi. Et ça, je suis pas certain que Google l'accepte comme ça, puisque l'essentiel de leur argent provient, enfin, une bonne partie provient effectivement de la pub. Dans sa communication de grief, l'UE rappelle que Google est présent sur les deux côtés du marché avec son serveur d'annonces pour les éditeurs et ses outils d'achat d'annonces. Or, cela conduit à une situation de conflit d'intérêts, c'est ce qui est reproché, car sur ces deux marchés, le groupe occupe une position dominante. Donc on a une autre citation, notre première préoccupation est que Google pourrait avoir utilisé sa position sur le marché pour favoriser ses propres services d'intermédiation. Donc c'est ce que je vous disais, plutôt pousser ses propres services que le service des autres, tant qu'à y être. Donc ça c'est ce que dit la commission. Pour autant, cette communication des griefs ne signifie pas que Google est condamné. Le groupe a la possibilité d'y répondre par écrit et de se défendre pendant une audition. Donc je lis un peu vos messages. Mokuji qui dit l'abus de position dominante est utilisé par tous les leaders. Il faut toujours agir car il y a toujours des dérives. Ben voilà, je suis d'accord avec toi. Après moi, ce qui m'inquiète, c'est comment est-ce que tu peux agir en fait sur un mastodonte comme Google. Autant tu peux lui poser, je dirais, des contraintes légales et dire, ben voilà, je sais pas moi, soit le pénaliser, soit lui mettre des lois, des bâtons dans les roues et tout. Mais tu vois, moi ce qui m'inquiète, c'est comment tu fais en fait pour couper en fait une partie de l'activité de Google. Tu vois, ça me paraît assez ambitieux comme projet, même si c'est cool, hein, mais c'est ce qui me fait un peu peur. Même si je comprends la portée du truc et je comprends que ce soit important. Je continue à lire juste après vos commentaires. Donc, à l'origine, la Commission européenne avait ouvert une enquête sur le géant en 2021. Donc, c'est une affaire qui date déjà, qui commence un peu à dater. Elle soupçonnait le groupe d'abus de position dominante sur le terrain de la publicité numérique. Une accusation qui pouvait conduire le mastodonte à devoir payer une amende pouvant atteindre les 10% de son chiffre d'affaires mondial. La Commission européenne cherchait à savoir si Google, en étant présent à toutes les étapes de la publicité en ligne, pouvait favoriser ses propres services au détriment des autres. Le groupe était soupçonné de limiter l'accès des annonceurs aux données des utilisateurs et d'empêcher l'émergence d'une réelle offre concurrente. Bon, ça répète plus ou moins ce que dit l'article juste avant. Donc après, ils disent qu'en 2022, effectivement, ils avaient un peu rectifié le tir. Bon, ils reviennent un peu sur l'historique. Ces 5 dernières années, le groupe a déjà été condamné en tout à plus de 8 milliards d'euros d'amende de la part des autorités européennes. C'est quand même pas rien. Et ce ne sont pas les seuls à vouloir s'attaquer à Google. C'est là que c'est aussi intéressant. En janvier dernier, l'autorité en charge de la concurrence aux États-Unis avait aussi accusé la société d'abus de position dominante sur le marché de la publicité en ligne. Donc, on pourrait croire que c'est purement français, européen, tout ce que vous voulez. Pas du tout. Même aux États-Unis, donc dans leur propre territoire, ils sont effectivement dans la ligne de mire, je dirais. Et comme la Commission européenne, cette autorité a aussi évoqué un possible démantèlement de l'entreprise. Donc pareil, outre-Atlantique, voilà, il y a quand même effectivement ce risque de démantèlement et on parle de ça. 2 secondes, je vérifie un truc. Et donc, alors le dernier paragraphe, ils disent comme la Commission européenne, cette autorité évoque effectivement donc un démantèlement et donc il parle de l'INACAN à la tête de la Commission fédérale du commerce, la FTC depuis 2021, qui milite depuis des années pour casser le monopole des géants du numérique. La société devrait dans tous les cas contester le point de vue, c'est sûr, des différentes autorités européennes et américaines devant les tribunaux. Donc voilà pour cet article, on réagit, qu'est-ce que vous en pensez les amis? Alors je relis vos commentaires. Donc Mokuji qui dit je ne sais pas si on a déjà réussi à démanteler un GAFAM. Alors peut-être pas un GAFAM en soi. Après si tu prends je pense un snap une photo on va dire de l'état comment
comment dire, l'état législatif, je dirais, d'il y a quelques années et d'aujourd'hui, notamment au niveau européen, tu peux constater qu'il y a eu beaucoup de choses mises en place. La première qui m'a le plus marqué, je pense, étant le RGPD, euh, où on a réussi en fait du point de vue européen, quand même, à bien mettre des bâtons dans les roues à certaines mauvaises pratiques, je dirais, notamment en matière de gestion de données. Alors que c'est un projet 100% européen. Voilà, après, tu as beaucoup d'autres lois. Récemment, comment ça s'appelle j'ai oublié le nom. Enfin, les lois de régulation du e-commerce, etc., qui sont tombées. Tu as également l'Europe qui avait imposé aussi l'USB-C à Apple, par exemple. Enfin, ils arrivent quand même à pas mal, je dirais, arriver quand même à réguler un petit peu tout ça, et surtout que ça a un impact ailleurs. C'est-à-dire que si on reprend par exemple le cas d'Apple, avec leur port Lightning un peu propriétaire. Hello Dilo Labs, bienvenue à toi, merci pour le follow. Si on reprend effectivement le cas de Apple avec leur port Lightning propriétaire, en fait quand ils ont été plus ou moins quand ils ont su que le projet de loi au niveau européen allait passer de devoir avoir de l'USB-C partout, du coup ils ont fait ça sur tous leurs appareils, parce que ça serait un coût financier de se dire on fait du Lightning pour mettons les États-Unis et l'Asie par exemple, et que de l'USB-C pour l'Europe. Donc ils harmonisent, quoi, ça va plus vite. Je me souviens plus, loi e-commerce qui est passée il y a pas très longtemps. Tac. J'ai un trou de mémoire. Loi européenne Internet, je vais taper DMA DSA. Merci beaucoup, Dilo Labs. Je t'avoue qu'à force, j'ai des fois des petits trous de mémoire. Donc effectivement, la DMA, la DSA, ça fait partie aussi de ces exemples de cadres législatifs qui sont posés et qui justement visent à réfréner un peu la position dominante. Dans le cas de la DSA, par exemple, sur la partie e-commerce. La DMA, Digital Market Act, toute la partie e-commerce qui peut viser des gens type Amazon ou autre, et essayer de réfréner un peu cette position dominante, quoi. Donc il y a des cas. Après, de là à dire que tu es allé jusqu'à démanteler un GAFAM, je pense que c'est un autre step. Donc Dîner de Pion qui dit: il faut remettre cette news dans le contexte global. L'IA arrivant, le modèle économique de Google va devoir évoluer de toute façon. Faire porter cette entre parenthèses fausse attaque par l'UE permet de redorer le blason de l'UE dans l'opinion. En même temps, l'UE va mettre des freins à l'industrie IA en Europe. Yes, il y a beaucoup de choses dans ton commentaire, mais c'est effectivement assez pertinent. Je suis assez d'accord sur le fait que je pense qu'avec l'IA, Google a dû pas mal... je pense que ça a beaucoup bougé en fait du côté de Google. Parce que pour la première fois en fait on a eu la sensation, si tu veux, que la situation leur échappait un peu, et que potentiellement il y avait un concurrent qui pouvait les attaquer sur leur propre terrain, à savoir la partie moteur de recherche. C'est sûr que peut-être que là effectivement dans ce contexte-ci on tire un peu sur l'ambulance, et donc l'UE essaye de profiter un peu de cette situation. Après, encore une fois, ils avaient déjà commencé et entrepris des démarches bien avant, sans succès, parce que pour le moment, ils ont quand même toujours leur position dominante. Mais bon, voilà. Après, on va voir comment ça va évoluer par la suite. Mais je trouve ça quand même bien de se dire qu'on essaye. Enfin, je pense que les situations de monopole, c'est jamais une très très bonne chose. Et il faut toujours un petit peu de concurrence pour essayer d'avoir des choses qui... arriver à un état d'équilibre, quoi, tout simplement. Donc voilà. Mokuji qui dit: en France, on a plein d'exemples. SNCF privé de son réseau de rail, EDF privé de son réseau de distribution. Ouais, non, c'est sûr. C'est sûr. Le RGPD a plombé, tué l'industrie de l'IA en Europe. Ouais, ça c'est vrai que c'est une question qui est pas simple. La question de se dire effectivement, est-ce qu'il faut des lois pour encadrer qui te permettent effectivement d'être plus protégé, de protéger les utilisateurs, les internautes, mais est-ce que ça doit être fait au détriment de l'évolution? Ça, c'est une question, je pense, qui est pas simple, qu'on avait souvent posée. D'ailleurs, on en avait parlé sur une matinale, je me souviens, où on s'était dit: est-ce que c'était une bonne chose ou pas d'être aussi cadré en fait au niveau Union européenne, parce que
ça veut dire que potentiellement on se tire une balle dans le pied et qu'il y a d'autres pays, d'autres endroits de la planète où ils vont aller beaucoup plus vite, exemple les États-Unis, parce qu'ils ne seront pas réfrénés par tout ça. Après, est-ce qu'on a envie d'avoir un modèle américain 100% avec tout ce que ça comporte? Parce que ça n'a pas que des avantages d'essayer d'aller aussi vite. Ça, c'est une question, je pense, qui est à débattre, quoi. Mais bon, je sais pas. C'est vrai que d'un côté, je trouve ça très contraignant parfois, ce type de loi. Mais après, il faut reconnaître que c'est pas plus mal quand même de se dire que tu es à minima protégé, même s'il faut pas être dupe, hein. De toute façon, à partir du moment où tu as un smartphone, un truc comme ça, t'inquiète que tu es traqué dans tous les sens et que ta data. Je pense que si on savait tout, ça serait compliqué. Mais dans tous les cas, voilà, moi je trouve ça bien quand même. Je suis pour l'évolution de manière globale, que ce soit la technologique ou autre. Mais il faut une évolution raisonnée, réfléchie, pesée, quoi. Là, il faut quand même se rendre compte qu'en quelques mois, on a pris une claque avec cette notion d'IA qui, je pense, est quand même très marketing. Parce que je pense que tout ce qu'on a aujourd'hui, ça existait déjà, c'est juste que c'était pas aussi grand public, hein. Mais il y a quand même une grosse notion de marketing derrière tout ça. Mais faut se rendre compte que voilà, des fois, on se prend des évolutions assez rapides et en fait, on mesure pas bien les conséquences de ce que ça peut nous, voilà, on n'a pas le recul nécessaire, etc. Et il y a certaines choses, des fois, bah, c'est bien d'y aller quand même tranquille, quoi. D'évoluer, mais de réfléchir, de pas faire n'importe quoi. Les US ont bien changé d'avis car il y avait des lois antitrust au début du XXe siècle et depuis Internet, les monopoles se... Attends, il faut que je relise. Les US ont bien changé d'avis car il y avait des lois antitrust, anti-monopole donc, au début du XXe siècle et depuis Internet, les monopoles sont de retour et ça leur fait peur à nouveau. Ouais, mais après, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait pour le moment pour contrer ça, quoi. Je vois beaucoup moins. Alors après, c'est peut-être parce que je suis pas sur les bons. J'avoue que je lis moins la presse internationale, mais enfin, clairement en matière de monopole, là les GAFAM, c'est vraiment l'exemple nec plus ultra. Et pour le moment, je j'ai pas bien vu certaines actions qui ont été menées. Hormis, ben voilà, tu vois les quelques articles là que j'ai vus où effectivement ils disent que il y a quand même il y en a quand même certains qui essayent de lutter contre, mais voilà. Allez, dernier commentaire. L'idée, c'est que si tu fais juste une loi pour mettre des contraintes sur les entreprises, sans le protectionnisme permettant de faire émerger des champions locaux, on est les dindons de la farce. C'est vrai. C'est vrai. Non, non, mais moi je suis tout à fait d'accord, hein. De toute façon, tout est question d'équilibre, à mon avis. Tout est question d'équilibre. Après, est-ce que au niveau politique, on prend le temps ou pas ben voilà, d'être dans le dialogue, de descendre et de discuter un peu, de voir ce que c'est concrètement sur le terrain ou pas, de comprendre les enjeux. Parce que voilà, je pense qu'il y a beaucoup de gens, tu vois, il y a une semaine, là, j'ai fait un petit laïus sur la partie Web3, sur la notion de décentralisation, qui pour moi est une notion fondamentale et aura un vrai, vrai, vrai impact. Quand on parle de Web3, tu vois, souvent on pense NFT, blockchain, machin, mais ça c'est un peu la partie émergée, on s'en fout un peu, même si c'est important, hein. Moi ce que je vois c'est un vrai débat éthique et presque philosophique, enfin peut-être pas philosophique, mais au moins éthique sur quel est notre usage d'Internet et comment est-ce qu'on doit... quel était à l'origine en fait le but d'Internet, le Web 1.0 comme il l'appelle. Euh, et en fait, en théorie, c'est de la mise à disposition d'informations, c'est de la communication, et cette notion de décentralisation, je pense, elle est ultra, ultra importante. Et avec le Web 2.0, l'émergence des GAFAM, les réseaux sociaux, etc., on a un peu perdu tout ça. Donc toutes ces notions-là qui sont, je pense, très, très importantes, si les politiques n'intègrent pas ça, je pense quand même qu'il y a un travail qui est fait, hein. À mon avis, ils doivent quand même vraiment jeter un œil parce qu'aujourd'hui, c'est quand même prépondérant. Voilà, Internet a un gros gros impact dans notre vie. Mais voilà, il faut bien comprendre les enjeux de tout ça pour pouvoir faire des lois ben, adéquates. Mais encore une fois, c'est pas simple parce qu'Internet ça va très très vite, quoi. C'est ça le truc. C'est qu'Internet ça va très très vite et la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. T'as toujours des nouvelles choses qui sortent, des gens qui arrivent à réfléchir à des nouveaux trucs et voilà. Moi, pour avoir bossé dans un grand groupe, en termes technologiques, c'est très compliqué à suivre, quoi. Quand tu bosses dans un grand groupe, tu as toujours des frameworks qui sortent, tu as toujours des...
enfin voilà, sur quelle technologie miser, etc. C'est des soucis qui sont hyper complexes à gérer, quoi. Même avec la meilleure volonté du monde, quoi. Bref, voilà un petit peu pour cette première actualité. Je vous propose qu'on enchaîne du coup avec l'article suivant, article 2, l'éclaireur Fnac, avec une voilà quelque chose qui moi m'a fait assez sourire. Donc des nouveaux domaines, alors quand on dit domaine, on parle effectivement des noms de domaines, donc des nouveaux top level domaines. Donc pour rappel, voilà, vous voyez par exemple sur mon écran, là on est sur l'éclaireur.fnac.com, donc le TLD, le top level domaine, c'est le .com, voilà. Donc on a aussi il y a le .fr, le .gouv, le point ce que vous voulez. Et donc de temps en temps, ils en sortent des nouveaux. Il y a quelques nouveaux qui sont sortis, sauf que il y a deux d'entre eux qui sont un peu remis en cause, notamment par des experts sécu. Donc il s'agit du .zip et du .mov. Donc je lis l'article rapidement. N'hésitez pas à commenter au fur et à mesure. Et puis je reviens sur vos commentaires comme d'hab. Alors l'article dit ceci. Dans un blog post publié début mai, l'entreprise Google a annoncé le lancement de 8 nouveaux domaines de premier niveau. Les domaines de premier niveau, aussi appelés extensions ou TLD, de l'anglais Top Level Domain, sont les derniers éléments d'un nom de domaine. Par exemple, dans le cas du site L'éclaireur, le .com et le TLD. Il en existe des milliers et tous n'ont pas les mêmes règles. Certains sont liés à des pays comme le .fr, d'autres sont plus ouverts et peuvent être choisis par n'importe quel site comme le .com ou le .net. Et d'autres encore demandent à ce que certaines règles soient respectées, comme le .pro. Je pense qu'aussi tout ce qui est .gouv, etc., ça doit être assez encadré à mon avis. Enfin, certains sont plus restreints et nécessitent des validations, ben voilà, puisqu'ils servent à confirmer qu'un site correspond bien à l'activité reliée au domaine, par exemple le .edu, qui est réservé aux institutions éducatives approuvées par les États-Unis, et le .gov, G-O-V, est réservé aux organismes gouvernementaux américains. Que américains? Non, pourtant en France c'est bien pareil, non? Il y a bien des... Je sais pas si je fais... je sais pas moi... ministère numérique. Tac. Ah non, nous c'est Gouv. Je suis con. Bref. Vous avez compris l'idée, certains sont donc restreints. Depuis début mai, à l'initiative de Google, nous pouvons désormais utiliser 8 domaines de premier niveau supplémentaires pour nos sites web. Donc il y a le .dad, le .dad, le .phd, le .prof, P-R-O-F, le .esc, E-S-Q, le .foo, F-O-O, le .nexus et les deux derniers qui font pas mal jaser, le .zip et le .mov. Donc si la majorité d'entre eux sont plutôt légers et humoristiques, les deux derniers ont provoqué une certaine grogne, notamment sur le choix du .zip. Le problème, c'est que ces deux TLD donc, sont également des extensions de noms de fichiers. Ça, je pense que vous savez, effectivement, il existe des fichiers .zip et .mov de par ailleurs. Le zip correspond à des fichiers compressés, alors que le MOV est une extension pour des fichiers vidéo. Permettre à des sites web d'avoir également ces extensions crée donc de nouvelles questions pour les utilisateurs. Sont-ils en face d'un fichier ou d'une adresse qui mène à un site web? Une confusion qui ouvre potentiellement la porte à de nouveaux abus de la part d'acteurs malveillants. Si le .zip ne désigne plus seulement une extension de fichier mais également un domaine, cela signifie que programme.zip ou photo.zip ou vacances.mov peuvent être considérés comme un nom de domaine pour un site web. Donc voyez un peu le problème qui remonte, c'est que potentiellement, notamment dans des attaques qu'on appelle phishing, c'est-à-dire quand on vous envoie un mail où vous avez l'impression que c'est quelque chose de legit, enfin de parfaitement inoffensif ou autre, en réalité, on vous incite des fois dans certains mails à cliquer sur des liens pour vous pensez faire une action et en fait on vous en fait faire une autre et généralement on vous redirige sur un site malveillant ou autre. Si là par exemple vous avez, prenons un exemple classique, vous avez un ou une proche qui vous envoie un mail en disant j'ai passé des super vacances,
je t'envoie les photos en pièce jointe, enfin on clique sur ce lien, et donc vous avez effectivement une adresse en .zip, ben forcément vous n'allez pas vous méfier parce que vous dites, bah, ok, le .zip en fait c'est juste un dossier, je le télécharge et je le décompresse. Et en fait là, du fait que ça peut aussi être des noms de domaine, ça peut créer de la confusion et ça peut effectivement être une autre opportunité d'attaque. Alors ce qu'ils expliquent aussi dans le que je ne savais pas, alors, bon, il disait en principe, il suffirait donc à des acteurs malveillants d'enregistrer des noms de domaine qui correspondent à des fichiers .zip ou .mov populaires, je sais pas, par exemple vacances.zip, imaginons, pour réussir à piéger de nombreux internautes et à les mener sur des pages malveillantes ou leur faire télécharger un malware, donc un logiciel, on va dire, un virus en quelque sorte, le tout sans action supplémentaire de leur part, puisque la crainte vient du fait qu'il y a des risques que de vieilles publications sur Internet qui parlaient à la base de fichiers se retrouvent à pointer automatiquement vers des sites web, maintenant que .zip et .mov sont effectivement des TLD acceptés. Des domaines potentiellement malveillants ont déjà été repérés, dont plusieurs qui font référence à des produits Microsoft. Et alors, autre chose que je ne savais pas, que je vais peut-être vous apprendre du coup, il y a effectivement un chercheur en sécurité, Bobby Rauch. Il a démontré une façon notamment d'abuser, on va dire, de cette nouveauté. Il y a une particularité qu'on connaît peut-être pas, c'est que quand vous mettez en fait un arrobase dans une URL, tout ce qui est entre le https et le arrobase est considéré comme un identifiant de connexion utilisateur, tandis que tout ce qui se trouve après l'arrobase est considéré comme un nom de domaine. Donc il y a un exemple, par défaut les navigateurs ignorent tout ce qui concerne les informations, blablabla. Donc il explique que par exemple si on fait ça, donc on peut faire le test en direct, hein. Si par exemple je me rends sur cette URL, https google.com @bing.com, ben, la logique voudrait on aille sur google.com et puis ça c'est un truc en fait qui n'existe pas, donc ben, soit on prend une page 404, un truc comme ça. Or pas du tout. Là en fait ce qui nous explique c'est que la petite particularité c'est que quand vous écrivez un arrobas quelque chose, en fait le navigateur va considérer tout ce qui est entre cette partie là, https et arrobase, comme étant un identifiant. En fait ça vous permet de mettre des identifiants pour vous connecter. Et donc en fait il va uniquement considérer bing.com. Ce qui veut dire qu'un attaquant potentiel peut en fait mettre un lien qui vous paraît tout à fait légitime, par exemple https google.com, ça vous dites ah bah ok ça va, c'est un lien vers Google, c'est tranquille, et là il vous met un arrobase vacances.zip par exemple, et donc vous dites ok bah c'est bon en fait, c'est tranquille, c'est un bon truc. Or en réalité le navigateur va aller sur vacances.zip qui est une adresse de site web, et donc vous allez atterrir sur un site malveillant ou un truc comme ça. Donc si je fais le test par exemple, je vais accéder ici, vous voyez que pouf, j'atterris sur bing.com, alors qu'on est bien sur google.com et derrière il y a le @bing.com. Ça c'est un truc que je ne savais pas du coup, ou que j'ai dû voir et que j'avais pas bien saisi. Et donc eux ils font le test, les Clever Fnac, ils disent que Firefox a affiché un message d'avertissement et a demandé que l'on confirme que l'on souhaite bien visiter bing.com, mais que ce n'était pas le cas de tous les navigateurs. Donc c'est une faille potentielle. Voilà. Mokuji, oui, le Gouv est réservé. Ah oui, oui. Oui, c'était Gouv et pas Gov, je me suis trompé, c'est pour ça. C'est Gov aux États-Unis et Gouv en France. Les pirates sont déjà bien assez ingénieux, c'est vraiment con de leur donner tout un panel de... Bah, c'est vrai que, hello Xavier, il y a beaucoup de Xavier ce matin qui nous follow. Le deuxième Xavier, c'est cool. Hello à toi en tout cas. Donc effectivement, moi je ne comprends pas. Alors c'est ce que dit un petit peu plus loin l'article, il conclut un peu là-dessus. C'est-à-dire qu'ils disent, bon, en réalité c'est pas si dangereux que ce que l'on pense pour plein de raisons qu'ils expliquent, mais franchement, qu'est-ce que ça apporte en fait de rajouter un .zip ou un .mov? Est-ce que véritablement il y a un vrai apport? Et même si c'est pas si dangereux que ça, est-ce qu'il vaudrait pas mieux couper l'herbe sous le pied, de dire bah non en fait on le prend pas en considération et puis terminer quoi. Salut à toi Xavier, bienvenue. Mokuji, oui, c'est ce qu'on utilise en SSH ou FTP, FTP user pass. Ouais. Non, mais la forme me parlait effectivement, mais c'est vrai que je n'avais jamais saisi le fait que effectivement quand tu fais une URL, enfin que si tu veux, ça peut être une espèce de faille potentielle pour des gens qui sont beaucoup moins avertis, parce que je suis pas sûr que beaucoup de gens savent que quand tu fais arrobas quelque chose, ben, ça va justement sur le quelque chose, tu vois. Voilà. Donc je continue rapidos l'article.
Eric Lawrence, ingénieur chez Microsoft, a détaillé alors, le principe de l'attaque là, que je vais citer juste avant, il va un peu plus loin, ils expliquent quelques détails techniques et autres, mais c'était surtout pour vous faire saisir un peu l'idée, quoi. Eric Lawrence, ingénieur chez Microsoft, a détaillé dans un blog post ses pensées sur la question, considérant que la panique était exagérée, tout en étant d'accord sur le fait qu'il serait assez judicieux de ne pas transformer automatiquement les domaines en .zip et .mov en lien cliquable. Ouais, donc en gros de rajouter un niveau de sécurité en se disant tout ce qui est .zip et .mov, on évite de rendre ça cliquable. De son côté, Google a répondu à plusieurs publications en indiquant que, je cite, le risque de confusion entre les noms de domaine et les noms de fichiers n'est pas nouveau et que les applications ont des solutions pour atténuer ce problème, comme par exemple l'une de leurs solutions qui est Google Safe Browsing, et ces solutions resteront valables pour les TLD tels que .zip. Fin de citation. Donc l'entreprise a assuré avoir des mécanismes en place pour suspendre ou supprimer les domaines malveillants et qu'elle n'hésiterait pas à agir en cas de menace pour ses utilisateurs. En vérité, une bonne partie des spécialistes sont arrivés à la même conclusion. Introduire .zip et .mov en tant que domaine était totalement inutile, même si les risques ne sont pas si importants que ça. Ils sont quand même là, et notamment dans le monde professionnel, rendent la vie plus difficile pour les employés et se charger de sécuriser les entreprises, le tout pour un gain difficile à quantifier. Quel est le but d'avoir un site en .zip ou .mov, point d'interrogation, et c'est un peu la conclusion de l'article. Donc voilà, moi ça m'a fait sourire, je trouve ça assez léger, assez rigolo quand même, ce type de petites news. Sachez en tout cas que voilà, il y a plein de nouveaux TLD qui sont sortis et qui vous permettront de créer vos sites internet et je dirais de rediriger vers vos sites internet depuis des TLD assez rigolos. Voilà pour cette actualité, les amis. Je vous propose qu'on fasse la transition directe avec la suivante. Salslad Salade. Je pense que j'ai bien prononcé. Bienvenue à toi, merci beaucoup pour le follow. Alors, article suivant, c'est un article dont je voulais parler déjà mercredi. On a discuté un petit peu de tout ça en interne, et j'ai pas mal de gens donc à l'agence où je suis chez PicBeam qui m'en ont parlé justement de cette qui est considéré et positionné, on dira, comme un concurrent potentiel à Twitch. Donc c'est une solution qui s'appelle Kick, K-I-C-K, Kick.com, et qui a fait pas mal parler. Il y a pas mal de gens qui sont plus ou moins positionnés dessus. Je crois qu'il y a eu un épisode de Popcorn aussi avec Domingo d'ailleurs où ils ont abordé le sujet. Et qui se veut être une plateforme, on va dire, concurrente à Twitch, avec quelques nouveautés, des choses un petit peu différentes. Alors vous allez voir qu'en termes d'UX, ils se sont pas embêtés. Ils ont purement pompé l'UX de Twitch, et après ils ont juste changé quelques trucs niveau UI, c'est-à-dire que là où Twitch est plutôt violet, eux ils sont verts. Bon, rien de foufou, mais du coup ils se sont pas trop embêtés, histoire que l'adoption soit plus facile et que les gens soient déjà habitués, on va dire, à l'interface. Donc si vous avez un avis sur Kick, n'hésitez pas à balancer ça dans le chat, tant que ça reste bienveillant et constructif. Je pense que potentiellement c'est un sujet que vous avez déjà dû entendre de par ailleurs, mais du coup je voulais changer un petit peu là-dessus. Donc j'ai quand même trouvé un article qui résume un petit peu, histoire que vous puissiez, je dirais, vous faire avoir une introduction là-dessus. Donc article de Presse Citron, presse-citron.net, qui nous dit ceci. Beaucoup ont essayé, mais personne n'y est arrivé. Les tentatives de contester la domination de Twitch sur le marché du live streaming sont nombreuses, à l'image de YouTube Gaming, Facebook Gaming ou encore Mixer de Microsoft. Donc souvent, c'était quand même des tentatives bien épaulées, on va dire, de gros de la tech, tels que Google pour YouTube, Facebook et Microsoft avec Mixer. Pourtant, même ces géants de la tech ont échoué dans leur mission. C'est donc avec un certain scepticisme que l'on observe le lancement de Kick en 2023. Le début semble pourtant très prometteur, et le cofondateur du service, Ed Craven, a récemment annoncé qu'il était désormais rentable, ce qui est quand même déjà un bon point pour eux. Il suffit de se rendre sur le service pour constater qu'il est calqué sur Twitch, on ira voir ça. Ce qui limite le temps de découverte nécessaire pour les nouveaux venus. Voici 3 choses à savoir sur cette surprenante initiative. Alors déjà, moi, la première question que je me pose, c'est qu'en est-il au niveau législation? Est-ce qu'on peut comme ça autant plagier C'est une question, alors je sais plus avec qui j'en ai parlé l'autre jour.
où effectivement, bah, si vous prenez l'exemple de TikTok, qui vraiment s'est fait complètement pomper en termes d'interface bah, par YouTube avec les Reels, les Reels Instagram, les YouTube Shorts, etc. etc. À quel point est-ce qu'on peut copier une UX? Parce que là, pour le coup, alors je vais vous montrer ça rapidement. Là, c'est vraiment copier-coller de Twitch. Franchement, si vous mettez la même couleur de Twitch, je pense que vraiment c'est à s'y méprendre. Il y a vraiment exactement la même forme. C'est vraiment pareil, pareil. Euh, donc, où est-ce que j'en étais? Ici. Donc, trois choses du coup à savoir sur cette initiative. Un peu comme l'avait tenté Mixer, Kik essaie de miser sur des grands noms pour se faire connaître. C'est notamment le cas d'Adin Ross, un créateur de contenu qui compte 7,2 millions d'abonnés sur Twitch et qui stream des jeux comme NBA 2K ou GTA V. Le jeune homme de 22 ans confiait récemment à un journaliste: J'ai l'impression que Twitch prend des décisions stupides. C'est le moment idéal pour Kik d'entrer en scène et de leur faire de la concurrence. Donc, pour remettre un peu voilà, c'est en mai 2023. C'était en mai 2023 et alors je sais que ce qui a beaucoup fait parler de ce que j'en ai entendu aussi, c'est que un peu dans le même temps et dans les mêmes périodes, Kik annonçait un peu son genre de modèle économique dans lequel ils affirment qu'ils vont rémunérer les créateurs de contenu, si je me trompe pas. Je ne sais pas s'ils parlaient pas de les rémunérer en temps passé, je sais plus exactement. Enfin, il y avait un truc en gros qui était bien plus bénéfique au niveau création de contenu, et dans le même temps, Twitch annonçait des restrictions au niveau placement publicitaire et autres, et donc déjà que sur Twitch, sauf si vraiment tu commences à être très très gros, c'est très compliqué de gagner de l'argent. Même des gens qui ont peut-être 200-300 viewers et qui donc ramènent quand même beaucoup de temps d'attention, on va dire, sur la plateforme. C'est pas très très bien payé, voire pas bien payé du tout, proportionnellement à ce que tu dois mettre comme tout ce que tu dois mettre en place comme énergie, comme temps passé, comme argent aussi dans le matériel, etc., etc. Donc voilà, effectivement, lui il affirme: J'ai l'impression que Twitch prend des décisions stupides. C'est le moment idéal pour Kik, pardon, pas Geek, pour Kik d'entrer en scène et de leur faire de la concurrence. Il n'est pas le seul à partager cette vision. En effet, la promotion de Kik.com est depuis le début assurée par un autre streamer du nom de Tyler Nicknam, alias Trainwreck, ultra populaire sur Twitch. Ce dernier n'est pas le patron de Kik, mais il incarne la nouvelle plateforme aux yeux du grand public. Son titre officiel: conseiller non propriétaire. Ok. Récemment, le streamer français Shoa Shun, je sais pas si ça se dit comme ça, qui est celui qui compte le plus d'abonnés dans l'Hexagone, a annoncé son intention de rejoindre la nouvelle plateforme. Donc ça commence à devenir sérieux quand même, hein, en termes de représentativité, je dirais. Et voilà, il commence à avoir quelques gros qui viennent. Sans compter que je pense qu'à partir du moment où tu vas sur une plateforme, bah, du coup tu quittes l'autre, hein. À mon avis, c'est pas genre je stream sur les deux, hein. C'est vraiment voilà, c'est un peu comme le passage de Michou récemment qui est parti, qui historiquement était plutôt sur YouTube, sur YouTube Live, et qui est passé directement chez Twitch. Donc généralement c'est des décisions réfléchies, assez fortes, avec certaines conséquences. Pour convaincre les vidéastes de la rejoindre, la plateforme s'est lancée dans une offensive assez agressive. Voilà, c'est un peu ce que je vais expliquer. Pardon. Cela s'illustre notamment dans le partage des revenus: 95% pour les streamers et seulement 5% pour Kik. Le ratio est de 50-50 sur Twitch, et je précise 50-50 dans les meilleurs cas, c'est-à-dire quand vous commencez à être gros. Parce qu'en fait, cette notion de ratio de partage, de combien vous gagnez au niveau des dons, etc., combien vous en récupérez, de l'argent qui est généré, on va dire, c'est dépendant de votre statut. Il y a des statuts sur Twitch qui sont affiliés, et ensuite au-dessus, c'est partenaires. Donc affilié, ça se fait relativement bien. Les critères sont assez accessibles, je dirais. Partenaire, ça devient déjà assez cossu. Il faut 70 viewers de moyenne sur le mois. Ça fait pas mal, quoi. 70 de moyenne, c'est quand même bien. Plus plein d'autres critères, etc. Et donc quand vous franchissez ces paliers-là, votre ratio s'améliore. Au début, potentiellement, alors
Je saurais plus vous dire de quel ordre il est, mais c'est peut-être un truc style 70 pour eux, 30 pour vous, je sais plus exactement. Et plus vous montez, plus le meilleur des cas que vous puissiez avoir, c'est 50-50. Donc c'est pas forcément là-dessus que vous allez gagner de l'argent. Généralement, les gros, ils gagnent plus sur les placements publicitaires ou ce genre de choses, qui sont des opérations un peu en back en fait, c'est-à-dire sur lesquelles Twitch n'a pas forcément la main, et qui peuvent gérer tranquillement de leur côté. Je vais lire vos commentaires, j'avance juste un tout petit peu. Donc ça c'est effectivement la vidéo dont je vous parlais, hein, où il s'avère que Domingo, du coup, sur le plateau de Popcorn, en a parlé avec Zerator, avec voilà, pas mal de streamers français assez connus. Et du coup, voilà, la suite de l'article, ils disent: autre atout mis en exergue dans la communication du service, les créateurs de contenu peuvent considérer 100%, peuvent conserver 100% des dons et des pourboires donnés par leurs abonnés. Enfin, Kik permet aux vidéastes de récupérer leur argent le jour même. Voilà. Donc pas de décalage de paiement, pas de problème, je dirais, de trésor, etc. Vous encaissez cash. Donc effectivement, il y a une distinction, c'est-à-dire que je pense que les dons sont considérés à 100%, et je pense que le 50-50, ça doit être, je sais pas, soit les abonnements, les primes ou ce genre de choses. Si ces avantages peuvent séduire, pas sûr que des créateurs de contenu disposant d'une énorme communauté d'abonnés sautent le pas. Il faudrait en effet de très longs mois, voire des années, avant de les récupérer sur la plateforme. Donc avant de continuer, je lis rapidement vos commentaires. Dilo Labs, et puisqu'on parle indirectement de DNS dans le dernier article, vous pouvez penser à DNSO si c'est pas déjà connu. Ah, je regarde ça vite fait, parce que là j'avoue que c'est pas un truc que je connais ou que je maîtrise. Bah écoute, explique-nous un petit peu de quoi il zéro, d'accord, zéro. Bah explique-nous un peu de quoi il en retourne. J'ai pas vu encore passer, je ne sais pas. Tac. Le DNS gratuit, c'est ça? Renforcer. Bah, fais-nous un petit laïus là-dessus pour nous expliquer. Ça a l'air intéressant en tout cas. Mokuji, à quel point on peut copier? Je dirais que ça dépend si tu te prends des procès ou pas. Certaines boîtes s'en foutent et beaucoup d'autres pas du tout. La loi ne peut pas mesurer ça, je pense. Mais alors, effectivement, je pense qu'il y a une distinction aussi entre le fait de copier uniquement, je dirais, enfin uniquement, le fait de copier une UI ou de l'UX. Parce que c'est vrai que l'UX, c'est quelque chose de relativement impalpable, on va dire. C'est-à-dire, des fois, ça va être, je sais pas moi, un scroll du haut vers le bas, tu vois. À quel point tu peux considérer que c'est ta propriété. Je m'appelle TikTok. Effectivement, j'ai réussi à démocratiser la navigation comme ça de bas en haut. Ça, pour moi, ça relève plus de l'UX. Et donc, c'est plus difficile, effectivement, à aller d'aller taper sur une personne et de dire: ouais, mais c'est eux qui ont permis de démocratiser ça. Certes, mais bon, à quel point tu peux pas te dire en fait que c'est à toi que ça appartient, le geste du bas vers le haut, tu vois, c'est inquantifiable, un truc comme ça. Donc je pense qu'effectivement, comme tu le dis, à mon avis, autant au niveau UI, tu peux arriver à peu près à copier certaines choses et du coup à avoir, voilà, à le faire de façon, enfin, non, c'est le contraire, excusez-moi. Autant au niveau UX, tu peux arriver à jouer un peu sur cette limite et à copier quelques bonnes pratiques, on va dire, qui ont été mises en place par certains de tes concurrents. Autant au niveau UI, si vraiment, tu vois visuellement, tu vois les mêmes couleurs, les mêmes logos très approchés, etc. Là, pour le coup, c'est plus compliqué. Mais j'avoue que même en termes d'UX, je trouve que voilà, c'est quand même très très compliqué d'arriver à créer des tendances et surtout arriver à comprendre. Enfin, il y a quand même des gens qui sont limite des scientifiques quoi, de l'UX, et qui vraiment sont docteurs dans cette typologie, c'est limite de la psycho, on va dire, et qui essayent voilà, de penser des parcours qui soient suffisamment faciles et compréhensibles pour que les gens puissent avoir une bonne expérience. Et je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas de notion de propriété intellectuelle sur ça, parce que pour moi, c'est un vrai métier, quoi, tu vois. Mokuji qui dit: le stream, c'est quand différente des réseaux. J'ai pas compris. Ah, c'est quand même différente des réseaux sociaux. Beaucoup plus difficile d'être sur plusieurs à la fois ou de passer de l'un à l'autre à cause de la technique et du live. Ah, c'est sûr que. Non, t'inquiète. Des fois, j'arrive quand même à comprendre, pas de souci. Oui, clairement, le stream, par rapport à la notion de réseaux sociaux, c'est. Et alors, c'est un peu, voilà, je voulais conclure un peu sur l'article avant de donner un peu mon opinion, mais c'est pas grave.
moi, de mon point de vue, j'ai quand même la sensation que même si c'est très bien, moi je trouve ça très bien qu'il y ait de la concurrence qui arrive et qui bouscule un petit peu ça, mais j'ai peur que ce soit un peu je dirais que ça, que ce soit un peu un feu de paille, quoi, hein, que ça redescende aussi vite que ce soit monté. Dans la mesure où déjà de mon point de vue et de ce que j'en comprends en tout cas vu de l'extérieur, le streaming, voilà, gérer une plateforme de streaming comme Twitch ou autre, déjà c'est pas quelque chose d'hyper rentable financièrement parlant. Et aujourd'hui, ben, ils gèrent le truc, j'imagine super bien. Mais qu'est-ce qu'il en sera de... Tu vas Déjà, voir il y qu'il a va pas se rendre un compte, mais il defined a son message. micro. Qu'est-ce qu'il en sera, je dirais, si demain, effectivement, il devait prendre une foule de personnes qui débarquent et beaucoup de trafic à gérer. Parce que ben voilà, tu gères en fait un flux vidéo en direct avec de la compression 1080 machin, voilà, donc tu dois gérer tout ça, l'encodage, décodage, etc. C'est des choses qui sont très 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 coûteuses. Et moi, même dans mon esprit, Twitch, c'est typiquement un truc qui est pas rentable, je pense, mais comme ils ont Amazon derrière, ça va, ils gèrent le truc et ça leur permet de montrer un peu de quoi ils sont capables techniquement. Mais voilà, moi dans mon esprit en tout cas, et de tout ce que j'en ai toujours entendu, gérer une plateforme de streaming, c'est pas hyper rentable. Raison pour laquelle d'ailleurs il y a très peu finalement de concurrence. Aujourd'hui, tu regardes, voilà, il y a un peu YouTube, mais ils n'ont pas vraiment forcé, hein. Je pense que si YouTube voulait vraiment démocratiser le truc, Google, ils auraient vachement forcé dessus. Il y a eu des tentatives avec Meta, etc., etc. Donc, les gens vont un peu sur le live, mais ils en font très peu. Style Instagram ou TikTok, bah, tu lances une vidéo et point, quoi. C'est pas une vraie expérience de streaming comme tu peux avoir sur Twitch. Si vous avez l'occasion un jour, essayez de streamer, vous verrez et comparez un peu les outils et vous verrez que ça n'a rien à voir. Twitch, on a 100 ans d'avance par rapport à tout le reste, quoi. L'expérience d'immersion, l'expérience d'interaction, etc. est juste folle. Vous pouvez faire 40 000 choses sur Twitch. Vous pouvez vraiment créer de l'interaction dans tous les sens, faire des jeux, faire des trucs, etc. Donc, moi, je trouve ça bien, effectivement. Je trouve ça toujours bien qu'il y ait un peu de concurrence, qu'il n'y ait pas de situation monopole. On en revient un peu à ce qu'on disait juste avant. Mais modulo, est-ce que ça va tenir? Parce que autant je suis très content de voir qu'il y a des gens qui tentent des choses pour essayer de mieux rémunérer les créateurs de contenu, parce que c'est très difficile d'être créateur de contenu, et pourtant toute la valeur est apportée ici, hein. Autant même si je trouve que c'est quelque chose de très bien, j'ai peur qu'en termes de modèle économique, ça ne suive pas et que si demain ils voient pas mal de gens débarquer, est-ce que leur principe de 95-15 va suffire, ou est-ce que c'est pas un produit d'appel un peu, un peu comme Netflix, je te séduis un peu et puis après, une fois que tu utilises bien mes services, hop, petit à petit, je te mets une douille et tu payes de plus en plus cher. Donc voilà, je salue l'initiative, c'est très très cool. Mais j'ai quand même des doutes sur la durée, quoi. Voilà, c'est juste mon opinion. Je termine rapidement juste le dernier passage de l'article et puis ensuite on continue à débattre. Mettez vos commentaires, n'hésitez pas. Donc une série de polémiques. Les débuts de Kik n'ont pas été un long fleuve tranquille. Le service doit en effet déjà faire face à de nombreux commentaires en ligne expliquant qu'elle ne serait qu'un véhicule de promotion pour le service de jeux en ligne Stack.com. Alors il y a cette notion aussi que je ne connaissais pas, c'est que sur Kik, exactement comme sur Twitch, il y a beaucoup de jeux vidéo, sur Kik, il y a beaucoup de jeux en ligne, etc. Et donc effectivement, c'est ce qu'ils disent apparemment. Donc je suis désolé, moi le jeu en ligne, j'y pompe rien. C'est pas du tout un truc qui m'intéresse. Donc ils parlent de Stack.com. Je connais pas cette boîte. Nanana, c'est rien. Bon, visiblement c'est un truc j'imagine ça va être un truc de Paris, peu importe. Et en gros, ça serait une espèce d'opération com. Qu'ils auraient mis en place pour promouvoir leur jeu. Bon, je peux pas me prononcer parce que je suis pas assez dans le sujet pour le dire. Autre critique récurrente, le manque de modération des contenus qui pourrait clairement gêner les annonceurs, ça c'est vrai, que à ce niveau-là, bon, c'est quand même important. Comme le rapporte Bloomberg, Adin Ross, donc le streamer dont on parlait, a d'ailleurs frappé très fort d'emblée en diffusant un live stream du Super Bowl, donc le Super Bowl, effectivement, le football américain, en faisant défiler du Pornhub en direct, donc voilà, du contenu pornographique, ou en invitant un militant d'extrême droite à l'antenne. De son côté, le service affirme améliorer ses efforts de modération et se conformer aux exigences légales en matière de droit d'auteur et de discours haineux. Donc on voit que ben voilà, il y a encore des trous dans la raquette. Je peux encore vous montrer rapidement, mais je pense que vous aviez un peu vu, j'ai essayé de passer en même temps l'interface et voir la tête un peu que ça. Donc c'est très très proche de Twitch, effectivement, hein,
Pour moi, c'est copier-coller en termes du X. Ils ont juste Alors, changé quelques éléments UI et terminé, quoi. Ils ne sont pas trop embêtés. Même là, vous voyez tous les encarts et tout. Je me demande si même la typo n'est pas la même. Faudrait voir. Mais bref, en tout cas, ils ont vraiment pompé le truc. Voilà, à voir, à voir. J'ai pas encore créé de compte, je vous avoue, mais à voir comment les choses vont évoluer à ce niveau-là. Alors, je lis vos commentaires rapidement avant d'enchaîner sur l'autre article. Donc, Dilo Labs, effectivement, le DNS 0, désolé, je reviens vers toi que maintenant. Un article en parlera mieux que moi, par exemple. Ok, je mets ça de côté. Tac, tac, tac. Un nouveau service de DNS européen par les créateurs de NextDNS, DNS 0.eu, et le nom du nouveau service DNS lancé récemment, qui se destine plus particulièrement aux utilisateurs européens, comme tous les services concurrents de celui de Google ou plus récemment de Cloudflare, en passant par celui proposé par votre fournisseur d'accès Internet. Son rôle est de faire le lien entre chaque nom de domaine visité sur votre appareil et l'IP du serveur qui héberge. Bon, en gros, voilà, ils font des noms de domaine, quoi. Et donc, ce nouveau venu a été créé en France par les deux fondateurs de NextDNS, un service de DNS créé il y a quelques années qui propose aussi une couche de sécurité et permet également de masquer les publicités. Ok. Même si DNS 0 est basé sur la technologie développée par NextDNS, ce dernier ne va pas disparaître comme nous l'expliquait. Ok. Dans le détail, DNS0 n'offrira aucune option. Ces filtres sont définis pour tous les... En fait, c'est une initiative européenne, quoi. C'est ça, ni plus ni moins. Parce que en termes de plus-value, après, hormis le fait que ce soit européen, évidemment, est-ce qu'il y a d'autres choses particulières? Je le lirai plus calmement, l'article. Alors, Mokuji qui dit la découvrabilité de Twitch et Kata, je suis tenté de tester Kickboard. Alors, cette notion de découvrabilité, il faut savoir que c'est quasiment une volonté en fait de la part de Twitch. En ce sens que Twitch, toute la philosophie de Twitch justement à la base, c'est d'être une plateforme de proximité. Le but de Twitch, normalement, c'est pas de se vouloir comme les autres réseaux sociaux. Et donc effectivement cette notion de découvrabilité, c'est-à-dire que on regarde vos goûts et on vous pousse en fait des chaînes en relation. L'idée normalement à l'origine de Twitch, c'est que de par ailleurs vous ayez une communauté. Par exemple, je sais pas, moi je suis youtubeur ou je suis sur Instagram, j'ai beaucoup de gens qui me suivent, etc. Prenons un cas très classique, Enjoy Phoenix par exemple, Marie Lopez que vous connaissez peut-être, qui est une influenceuse avec beaucoup de gens qui la suivent sur YouTube, sur Instagram, etc. Elle a un compte Twitch et donc tous les dimanches matins, elle fait du farming sur World of Warcraft par exemple. Et donc là, il y a 300 personnes à peu près qui discutent avec elle, voilà, qui échangent et qui ont des réponses. C'est ça le truc. Et donc c'est toute la philosophie de Twitch à la base, c'est de se dire que vous pouvez en fait faire un live comme si en gros on était ensemble, vous et moi, physiquement, et discuter. Et donc les gens sont à votre portée, etc. Donc le but de Twitch à la base, c'est pas forcément de créer une commu sur Twitch et de la faire grossir. Le but, c'est justement de se dire, vous avez un endroit dans lequel vous pouvez inviter votre communauté à venir et créer en fait une espèce de proximité avec eux, discuter avec eux, et voilà, un endroit un peu au calme comparé aux réseaux sociaux, quoi. Voilà, moi c'est en tout cas ce que j'en ai compris à la base. Mokuji qui dit j'ai un projet qui est en ligne 24/24 sur Twitch et ça donne à peine 2 vues par heure, c'est grave. Attends, j'ai un projet qui... Ah ok, donc toi tu stream en fait, c'est ça? Alors pourquoi pas, sans compter que Twitch est vraiment trop flou sur les copyrights musicaux, trop de strikes pour rien. Ouais. Ouais, non mais ça c'est un phénomène qui est assez... voilà. Moi franchement Twitch, je le compare vraiment, pour moi dans mon esprit, depuis que j'ai commencé à streamer sur... j'ai une chaîne perso qui s'appelle Anto par le web. Je l'ai vraiment pensé comme... voilà, j'ai des parents qui sont commerçants. Je l'ai pensé comme ça. C'est-à-dire que je me suis dit, en fait, vois-le comme si tu ouvrais une boutique et ben, il faut aller voir les autres, il faut discuter, voilà, il faut que tu rencontres les gens, que tu t'intéresses aussi, parce que pour moi, si tu fais du streaming et que tu n'es pas intéressé par les gens, c'est-à-dire que tu n'es pas, que t'aimes pas parler, discuter, rencontrer, que t'as pas ce côté social,
tu tiendras pas très longtemps, quoi. Le but de Twitch, c'est justement ça, c'est de discuter, c'est parce que tu aimes bien parler avec les gens, parce que tu as une passion aussi à partager. Et donc, bah, je l'ai vu un peu comme ça, je suis allé sur d'autres gens pour voir ce qu'ils font, etc. Pas forcément de façon intéressée, mais plus parce que c'est ce que je viens rechercher aussi dans Twitch, c'est le fait de venir discuter avec d'autres. Et en fait, ça, je trouve que ça m'a beaucoup aidé. Et donc, bah, il y a beaucoup de gens qui, exactement comme quand le e-commerce s'est lancé, ils avaient l'impression que tu lançais un site e-commerce et hop, ça se faisait tout seul. C'est pas le principe, quoi, tu vois, c'est pas le but. Enfin voilà, c'est mon analyse après, on peut en discuter, quoi. Dilo Labs, on parlait des GL... Oui, effectivement, des GLD.zip.mov. La version 0 DNS0 doit pouvoir protéger contre, je pense, citation du site, domaine de premier niveau à haut risque, bloquer les domaines de premier niveau réputés pour être favorisés par les acteurs de la menace en raison de leur faible prix, de l'absence de vérification, de l'absence de recours légaux. D'accord, donc c'est vraiment une initiative qui protégerait à ce niveau-là. Ok, mais je regarderai plus précisément, ça a l'air super intéressant. Je regarderai en tout cas, merci pour tes partages. Okuji, pourtant, si tu vas voir une seule fois une fille dans une piscine, l'algo va te lâcher pendant... Ah ouais, d'accord, ok. Écoute, je vais être honnête, j'y vais pas. Ça m'intéresse pas, là, les trucs des piscines au tub machin. Donc, je peux pas témoigner en fait d'un truc que j'ai pas vu. Mais alors, quand tu dis l'algo va pas te lâcher, c'est-à-dire qu'en gros, ils vont te suggérer que des trucs en rapport ou... Parce qu'il faut savoir que le fait de déjà d'avoir les petites suggestions que vous avez normalement en bas à gauche, si je me trompe pas, genre les utilisateurs regardent également, ça c'est un truc qui est apparu il y a pas très longtemps. Ils ont fait quelques mécanismes de découvrabilité, mais à l'origine, il n'y avait pas du tout, quoi, tu vois. C'était vraiment, voilà, si tu avais 3 viewers, ben, en fait, il fallait que les gars, ils aillent dans parcourir, dans ta catégorie, et qu'ils descendent hyper bas pour te trouver, tu vois. Donc, voilà. Il y a quelques nouvelles choses qui sont apparues, mais à la base, c'est pas pour ça, quoi. D'où le fait justement que les stats sont pas du tout les mêmes sur Twitch, quoi. Sur Twitch, c'est beaucoup plus bas que sur YouTube ou autre. Voilà. Déjà aussi parce que c'est de la niche. Hein. Il y a 90% du trafic, je pense, c'est du gaming, c'est du jeu vidéo. Et c'est bien dommage parce que je trouve que ça permettrait de... On pourrait faire plein d'autres choses fabuleuses avec Twitch et créer des émissions sur plein de thématiques, créer des cours en ligne, etc. Après, est-ce qu'ils ont vraiment la volonté de faire développer ça? Je ne sais pas. Peut-être que justement, ça les arrange bien qu'il n'y ait pas trop de trafic, j'en sais rien. Mais voilà. Le plus, c'est justement la protection intégrée au niveau DNS contre les sites malveillants, le hameçonnage. Ok, bah, très très cool. J'irai voir ça. Pas de souci. Oui, donc Mokuji dit oui, ils vont te remonter tous les autres streamers. Ok. Non, non, mais je veux bien te croire. Mais voilà, moi je te dis, à la base, de mon point de vue, c'était la philosophie justement, c'était pas forcément un mécanisme de découvrabilité. Après, peut-être que du coup, d'expérience, ils ont dû le faire au bout d'un certain temps parce que, ben voilà, il y a aussi la concurrence avec d'autres plateformes, je ne sais pas. Voilà, bah écoutez, voilà, moi je vous ai livré ma version sur Kik, c'est une bonne initiative à tester, n'hésitez pas à y aller, à me faire des retours d'expérience, peut-être que moi je testerai aussi, mais voilà, moi ce qui me fait craindre c'est de me dire leur modèle économique et leur vision est hyper cool, mais est-ce qu'ils arriveront à la tenir sur la longueur, c'est toute la question, quoi. Allez, on enchaîne du coup avec une autre. Je pense que ce matin, on va exploser le temps. Il n'y a pas de problème. Ça nous arrive toujours le vendredi. Bref, si Kik peut faire bouger un peu. Ouais, non, je suis d'accord avec toi, mon Koji. 100%. 100%. S'ils peuvent faire effectivement bouger les lignes, moi, ça, par contre, je suis toujours à fond sur ce genre de truc. Essayer de bousculer un peu les plus gros pour essayer de créer une concurrence, tout simplement. C'est toujours très, très bénéfique et constructif en règle générale. Voilà. Donc on enchaîne avec un autre article de blognouvelletechnologie.fr et une nouveauté, Google Meet introduit un mode en déplacement pour les réunions itinérantes. Donc Google Meet, je pense que vous connaissez tous, solution de Google pour vous permettre de créer des visioconférences, d'accord, utilisée par beaucoup de gens, hein, je pense. Et donc du coup, ils introduisent une nouvelle fonctionnalité assez intéressante. Donc je lis vite fait l'article, n'hésitez pas à réagir. Un code caché découvert. Ah oui, voilà, c'est 9to5 Google qui a découvert ça. Un code caché découvert par 9to5 Google dans une application Android que Google a téléchargée sur le Play Store suggère qu'une nouvelle fonctionnalité pourrait être ajoutée à l'application Google Meet. Cette nouvelle fonctionnalité de Google Meet, baptisée En déplacement, permettrait aux utilisateurs de marcher tout en participant à un chat vidéo, à une vidéoconférence, afin d'éviter de se faire renversé par une voiture ou de tomber
dans une bouche d'égout ouverte. Donc ça, je pense que c'est plus lié à la pratique, et notamment avec le Covid, ça a dû beaucoup, beaucoup, beaucoup se démocratiser. C'est-à-dire que tout ce qui est visio, télétravail, etc., a explosé avec le Covid. Et il n'est pas rare, des fois, il y a des gens, par exemple, qui vont être en déplacement, des commerciaux ou autres, et ils assistent tant bien que mal à un meet en mode audio ou autre. Donc je pense que fort de ce constat et de tout ce qui a dû se démocratiser et se développer, ils se sont dit, tiens, si on faisait un mode dédié à ça. Comment Google opère-t-il cette magie? C'est très simple. Si les capteurs de mouvement de votre téléphone déterminent que vous marchez pendant que vous utilisez Meet, vous recevrez un message vous invitant à activer la nouvelle fonctionnalité. Vous pouvez également accéder au menu à 3 points dans l'appel pour l'activer manuellement. Et lorsque la fonction est activée, votre caméra sera désactivée, votre flux vidéo également. Et donc, vous pouvez ainsi vous concentrer sur votre environnement et rester en sécurité. Donc, il y a plus, en fait, toute la notion de vidéo se désactive. Vous, il n'y a plus votre cam et vous ne voyez plus les autres. En outre, une nouvelle interface utilisateur apparaîtra avec des boutons plus grands que d'habitude pour les fonctions muet, audio et lever la main. Donc en fait, c'est vraiment une version audio pensée avec des gros boutons pour que vraiment l'expérience soit bien meilleure. Les boutons les plus grands permettent d'appuyer plus facilement sur audio pour basculer entre haut-parleurs Bluetooth et haut-parleurs du smartphone. Une fois que vous ne marchez plus, vous pouvez désactiver la fonction, ce qui rétablira l'expérience typique de Google Meet. Il n'est pas certain que Google lancera cette fonctionnalité, et s'il décide de le faire, nous n'avons aucune idée de la date évidemment, puisque c'est quelque chose qui a été découvert un peu dans le code. Google s'efforce de rendre son application d'appel vidéo beaucoup plus fonctionnelle et intuitive. Les versions de 2022 et 2023 ont toutes deux fait l'objet d'une multitude de modifications de l'interface utilisateur. La version 2023 introduisant notamment de nouvelles fonctionnalités pour le mode image, enfin picture in picture en anglais. Vous savez, c'est l'espèce de petite fenêtre là qui ferme et qui reste en permanence en tâche de fond, on va dire. Le blocage de flux vidéo des autres participants à la réunion afin de se concentrer plus facilement sur les personnes souhaitées, et autre feature, l'utilisation d'IA générative pour créer des nouveaux arrière-plans pendant les réunions. Voilà, donc ça bouge pas mal, une petite nouveauté assez sympathique, on verra si, vous voyez ici donc effectivement ce dont il parlait, une fois que vous êtes dans le mode on the go, vous avez une petite popine de bienvenue, et puis vous avez effectivement une version sans flux vidéo, ni de la part des gens avec qui vous êtes, ni vous, et vous avez des plus gros boutons, comme ça c'est plus facile en fait de vous mute, unmute, etc., de lever la main, machin. Voilà. On va conclure sur une dernière chose, je me doutais, mais évidemment, je pense qu'on reportera l'article de Human qui est fort intéressant, mais on en parlera une prochaine. Et on va conclure avec rapidement une toute petite démo de ce qui est sorti du coup, Adobe Firefly, donc un article du blog du modérateur qui nous partage ça. Adobe Firefly est désormais disponible, jusqu'à présent je crois qu'ils étaient en bêta si je ne me trompe pas. Et voici donc comment tester le nouveau générateur d'art IA. Donc voyez-le un peu comme un concurrent, on va dire, à Midjourney, ce genre de choses, ce genre d'IA qui vous génère des visuels, sauf qu'eux ils ont des petites fonctionnalités un peu plus, enfin pas poussées, mais disons plus précises, vous allez voir. Donc rapidement au niveau de l'article, dévoilé donc c'est un article du blog du modérateur, je vous rappelle. Dévoilé en mars lors de l'Adobe Summit, l'IA générative d'Adobe est désormais mise à disposition du grand public. Pour rappel, Adobe Firefly génère des images ou des effets typographiques en réponse à une requête, à l'image de ce que propose Midjourney ou DALL-E, qui sont les alternatives, je pense, les plus connues. Entraîné sur des contenus libres de droit ou dont les licences sont expirées sur Adobe Stock, le modèle d'intelligence artificielle est aussi capable de modifier ou d'intégrer de nouveaux éléments dans une image existante. Intégré à Adobe Express, ainsi que dans la dernière version de Photoshop, on l'avait testé ensemble d'ailleurs, Firefly est toujours en phase bêta, mais peut être testé aujourd'hui sur ordinateur. Par exemple, l'outil devrait être progressivement intégré à d'autres logiciels de la firme comme Experience Manager ou Illustrator. Experience Manager, je ne connaissais pas, j'ai l'impression que c'est un truc style pour faire des interfaces, si je ne me trompe pas. Experience Manager, tac. Adobe Experience Manager, exiger une puissante solution qui réponde à vos besoins en matière de gestion de contenu et d'assets digitaux. Ah d'accord, ok. Ça gère les assets digitaux, c'est un genre de CMS en quelque sorte. Ouais, système de gestion de contenu plus les assets digitaux. Ok, je connaissais pas. Alors, pour vous montrer rapidement, faire quelques tests, donc ils expliquent aussi voilà, ce qu'on peut tester. Une fonctionnalité de texte to image
que je pense qu'on connaît tous, hein, c'est-à-dire on conçoit des visuels à partir d'une requête textuelle. Plusieurs paramètres peuvent être ajustés comme le format, l'éclairage ou la composition. Le générative fill qui a pas mal fait parler, notamment au niveau de Photoshop. Donc on peut retoucher, supprimer ou intégrer de nouveaux éléments originaux dans une zone de l'image définie par l'utilisateur. Le text effect. Alors là pour le coup j'ai testé, j'avoue que j'ai trouvé ça un peu trop spécifique, limite gadget. Ça génère des effets typographiques sur un texte donné. Et le generative color, ça peut être intéressant. Ça génère des variations de couleurs sur une image vectorielle. Donc on va regarder ça. Hop, on accède sur le site. Je vous montre ça vite fait. Alors ils mettent que c'est encore en bêta visiblement, mais en tout cas c'est accessible. Et donc on arrive sur cette, effectivement sur cette interface. Donc c'est firefly.adobe.com. Donc il y a la fonctionnalité bien connue texte ou image. Donc si je clique ici, là on voit une galerie d'images déjà générées. Et puis on peut décrire, je sais pas, un magicien. Près d'un château, un truc comme ça. Ou pas loin d'un château. Next to, c'est pas près, je sais plus, bref, s'en fout. Donc je tape en requête en anglais. Et là, théoriquement, il devrait me sortir des propositions. C'est un petit peu long. Mais bon, au moins c'est gratuit. Voilà, et vous voyez, donc alors, avec un style très cartoonish à la base, mais vous avez la possibilité après sur le côté de changer déjà les aspects ratios. Donc si vous voulez plutôt quelque chose en format, je dirais, horizontal ou vertical, plutôt format carré, vous pouvez définir ça ici. Vous avez la possibilité aussi de voir quel type de contenu. Donc est-ce que c'est plutôt un effet réaliste? Et auquel cas, hop, ça va changer au niveau des filtres et me régénérer. Vous avez des styles que vous pouvez définir, des styles populaires, digital art, etc., etc. Des couleurs, voilà. Donc là, vous voyez, avec le mode photo, c'est un peu plus réaliste. Bon, là, pour le coup, je trouve que c'est un peu de mauvais goût d'ailleurs, mais peu importe. Ça m'impressionne un peu moins que ce que j'ai pu tester sur d'autres, notamment sur Photoshop. Photoshop, je trouve que c'est assez puissant la façon dont c'est fait. Et là, le texte ou image, bon, peut-être un peu à retravailler, mais après je sais que ils avaient annoncé le fait que déjà ils entraînaient pas sur toutes les images en mode certaines images non libres de droit et tout, donc peut-être qu'il faudra un peu de temps pour que la génération s'améliore, mais qu'elle soit un peu plus éthique, on va dire en quelque sorte. euh... Mokuji, un peu gadget cette fonctionnalité itinérante, mais bon, si ça te sauve la vie, lol. C'est ça, c'est un peu l'idée. Donc je modifie, je peux changer un petit peu le type de couleur, le type d'éclairage, si je veux mettre un golden hour. Hop, si je veux mettre au niveau composition, je peux faire quoi? Du grand angle, du blurry background, ça peut être intéressant. Et par exemple, on va mettre un mode... Non, on va laisser comme ça pour le moment. Et on va faire generate. Donc voilà, quelque chose d'assez maintenant dont on a l'habitude, on va dire, mais avec des petites options sur les côtés qui peuvent être bien pratiques pour les gens qui n'ont pas trop l'habitude des prompts, etc. Et ça sort un peu des images comme ça que vous pouvez télécharger. Autre fonctionnalité, autre que le texte ou image, donc le generative fill, ça on en a parlé. La plupart du temps, c'est ce qui va vous permettre... Alors attendez. Voilà, il montre un peu des exemples. Donc du détourage, changer des fonds, etc. On va regarder un exemple, celui-ci. Voilà, vous pouvez couper carrément le fond. Vous pouvez, hop, je vais clear. Vous pouvez subtract. Enfin bon, il y a tout un tas de fonctionnalités, on va dire, qui va plus être de l'ordre de la retouche photo et voilà, qui va concerner vraiment les photographes et autres. Le text effect, ça c'est ce que je vous disais. Alors là, pour le coup, j'ai trouvé ça un peu gadget, c'est-à-dire que vous pouvez définir une lettre et donner des textes de ce que vous voulez à l'intérieur. Et en fait, ça va vous créer un truc à la volée. Donc si par exemple, vous voyez en bas, je vais mettre le texte déclic, par exemple, hop, et puis là, je vais marquer pizza. Ok, donc ça, c'est ce que je veux à l'intérieur. Et donc, en gros, ils vont prendre le texte déclic et ils vont le décorer, on va dire, avec de la pizza. Voilà, vous avez un déclic pepperoni, servi tout chaud. Donc en général, il vous propose des variations sur le côté, sur ce que vous avez demandé. Et puis, vous voyez, donc là j'ai une première version, je peux varier un petit peu. Et puis vous avez des suggestions aussi sur le côté. Donc par exemple, à la place de la pizza, je peux mettre un effet ballon, je peux mettre un effet de fleur, un serpent, etc., etc. Voilà. Et puis tout un tas de variations au niveau des couleurs et tout. Ça, moi je vous avoue que je trouve ça un poil gadget. Mais bon, après voilà, c'est très personnel et limite de mauvais goût. Mais ça, encore une fois, c'est discutable.
Voilà. Ensuite, en plus de ces trois fonctionnalités, qu'est-ce qu'on a? Alors ça, pour le coup, ça j'ai trouvé ça hyper intéressant, le Generative Color, c'est-à-dire que vous mettez en input, vous mettez un SVG, vous mettez voilà euh, une illustration tout simplement, et en fait, il va vous proposer plusieurs variations. Donc on peut tester. Imaginons que voilà, ça c'est mon illustration. Et en fait, je peux lui donner des teintes, des ambiances que je recherche, etc. Tout un tas de critères. Et ensuite, il va, selon les critères que je définis, me suggérer des palettes de couleurs. Ça, pour le coup, je trouve ça pertinent. Il y a beaucoup de cas où ça peut être vraiment très sympathique. Des gens qui sont dans l'illustration et autres, qui veulent avoir des idées de thèmes, etc. Ça, pour le coup, ça peut être cool. Voilà. Et alors après, il y a d'autres choses qui ne sont pas encore en disposition, mais qui devraient venir. Typiquement, la fonctionnalité 3D to image, on l'avait vu quand ils ont annoncé justement Firefly, où en gros, vous pouvez passer des géométries 3D et en fait, ils vont vous les convertir directement en images. On peut regarder le test de voilà, de ce château. Vous avez une espèce de tour, etc. Et ça vous génère, par exemple, un gâteau avec cette forme-là ou une espèce de peinture, une aquarelle. Après, vous avez la fonction Extend Image aussi qui n'est pas encore disponible. Donc, le fait d'avoir une image de base et de pouvoir l'agrandir comme on veut. Voilà, donc d'autres effets qui vont arriver. Pour moi, les plus intéressants à ce jour, c'est peut-être le text to image dans la mesure où c'est gratuit. Après, à voir si. Ils disent qu'il faut un compte Adobe, mais je sais pas si c'est un compte payant ou gratuit, parce que moi j'ai un compte payant. Si c'est gratuit, c'est intéressant parce que du coup, comme c'est gratuit, ça peut être cool pour vous en fait. C'est toujours une plus-value. Si c'est payant, je trouve ça un peu moins bon, j'ai l'impression, de mes petits tests que j'ai fait que certains concurrents comme Midjourney ou autres, donc il faut voir comment ça évolue. Après, la fonction Generative Color, je trouve ça intéressant. Et puis le Generative Fill, je me dis, autant le faire dans Photoshop, il est déjà très très bon, que de passer par cet outil-là, mais bon, pourquoi pas. Le Text Effect, je suis moins convaincu. Voilà un petit peu pour l'idée. Je regarde. Salut Silver, comment ça va? C'est déjà possible avec Illustrator de changer la couleur. D'accord. Ben ouais, non, mais c'est pour ça. Je pense que. En fait, c'est bien dans la mesure où c'est une interface web. Donc, des fois, tu vas pas forcément avoir envie d'ouvrir directement tous tes logiciels et tout. Donc, c'est un côté un peu pratique. Mais effectivement, s'il l'intègre déjà dans les outils avec lesquels tu travailles, bon, pas trop d'intérêt, effectivement, d'aller t'embêter à passer par cette interface-là.